Tout le monde pense que Stranger Things nous rend nostalgiques des années 80. Des néons, des talkie-walkie, de Kate Bush. On croit que la série nous touche parce qu'on serait nostalgique d'une époque qu'on n'aurait même pas vécue. Mais ça, c'est de la mise en scène, c'est du marketing, c'est seulement de l'emballage. Parce que personne n'en parle, mais des chercheurs en psychologie ont justement analysé cette série. Et pas pour parler de nostalgie, mais pour parler de trauma. Tu te rends compte? Ce qu'ils ont trouvé est tellement dingue qu'ils l'utilisent carrément aujourd'hui dans leurs cours. Eleven, qui a tous les symptômes du stress post-traumatique. L'Upside Down, qui fonctionne exactement comme l'inconscient. Et Vecna, qui utilise la rumination traumatique pour détruire ses victimes. Toute la série suit en fait une logique thérapeutique ultra précise, qui décrit pourquoi toi aussi tu peux parfois te sentir coincé et pourquoi certaines de tes émotions te paralysent. Mais voilà le problème, les créateurs de cette série ont comme encodé quelque chose à l'intérieur. Quelque chose qui explique pourquoi est-ce que cette série, elle nous touche autant. Mais si tu comprends pas ce que c'est, tu pourrais passer à côté du message de cette merveilleuse série. Allez, on reprend depuis le début, quand tout allait bien, avant que ça parte en sucette. Tu te souviens de la toute première scène de Stranger Things? Ils sont tous dans le sous-sol de Mike. Ils jouent à Donjons et Dragons. Il y a des pizzas à moitié mangées, du coca, la table est en bordel. Et ils sont à fond. Ils sont complètement présents en fait. Mike décrit le Démogorgon, Dustin panique, Lucas hurle et Will lance les dés. Et là, il y a déjà un premier événement qui se passe, comme une sorte de pincement. Cette image de ces 4 enfants qui vivent une aventure ensemble, qui sont présents à 100%, sans téléphone, juste entre eux, et ben ça nous touche. Et là où plein de personnes se trompent, c'est que c'est pas cette époque-là qui nous touche. C'est ce que cette époque-là représente dans cette scène précise. C'est une connexion réelle, une connexion vraie, un moment où la seule chose qui compte, c'est de vivre des histoires de fous avec ses copains. Et c'est déjà assez brillant en soi que la série commence comme ça. Elle nous attrape sur un truc qui nous manque énormément dans notre vie de tous les jours. Donc c'est pas Donjons et Dragons, les talkie-walkie, Kate Bush qui nous manque. Non, ce qui nous chope aussi fort, c'est ce sentiment idéalisé d'être complètement dans l'instant présent avec des gens qu'on aime. Sans distraction, sans être à moitié ailleurs. Et puis à ce moment-là dans la série, Will disparaît. Pendant toute la saison 1, on va le chercher. Joyce colle des guirlandes lumineuses partout, les enfants retournent la ville, Hopper enquête, et puis à la fin de la saison, on le retrouve. On le sauve et il revient. Pas mal comme résumé, non? Alors à ce moment-là, on prend tous une claque d'émotions. Entre horreur, attendrissement et puis cette fameuse nostalgie. On se dit que ça va être dur d'aller au-delà de cette fin heureuse. Mais on le sait tous et toutes, ça va pas du tout se passer comme prévu. En saison 2, il y a notamment cette scène, tout semble aller bien, et soudain le monde bascule. Il est de retour dans l'Upside Down. Et il est seul, et il voit cette espèce d'immense créature dans le ciel. Et il revient, Joyce, elle a rien vu. Pour elle, il était juste là, figé, devant elle, absent pendant quelques secondes. Et c'est là qu'on pense avoir compris quelque chose. Will, il a été sauvé physiquement, il est sorti de l'Upside Down, mais une partie de lui est restée coincée là-bas. Et ce qui est terrible, c'est que tout au long de cette saison 2, Will, il est régulièrement rappelé par cette sensation. Et surtout ce geste, ce fameux geste que Will fait tout le temps, où il pose sa main sur sa nuque, où il a comme des frissons. Mais si on a de la peine pour ce pauvre Will, entre sa disparition, les Démogorgons, etc., on se dit pas du tout que ça pourrait parler de nous. Eh bien, chers amis, détrompez-vous, parce que c'est exactement ce qui nous arrive quand on vit un événement traumatique. Des psychiatres, comme Bessel van der Kolk, ont passé leur vie à étudier le trauma. Et ils l'expliquent exactement comme ça. Les souvenirs traumatiques sont des souvenirs qui restent coincés dans notre système nerveux. Ils sont pas rangés simplement dans notre passé, dans notre mémoire, comme tous les autres souvenirs. Ils sont revécus constamment, comme s'ils arrivaient là, au présent. Suite à un événement difficile, on doit reprendre notre vie, rapidement faire comme si tout allait bien à nouveau. On sourit, on fonctionne, on répond que oui, ça va, tout va bien. Mais une partie de nous, en réalité, est restée coincée là-bas, dans l'événement difficile. Dans cette version figée de nous-mêmes, qu'on était au moment de l'événement, que personne ne voit. Et Will, il incarne parfaitement cette réalité. Être sauvé en surface, mais ne pas vraiment être sorti. Mais attends, si Will est coincé, il est coincé quand exactement ? Tu te souviens de cette scène en saison 4 ? Nancy, Steve, Robin et Eddie, ils descendent dans l'Upside Down et ils cherchent des armes chez Nancy. Et ils arrivent dans sa chambre, et là, les murs, les affiches, le bureau, tout est exactement comme dans sa vraie chambre, mais il y a un truc qui cloche. Nancy, elle s'approche de son mur et elle voit l'affiche de Tom Cruise, qu'elle a pourtant décrochée il y a des mois et des mois, juste après sa rupture avec Steve. Cette affiche qu'elle a d'ailleurs virée parce que ça lui rappelait trop une version d'elle-même qu'elle avait plus envie d'être. Sauf que là, cette affiche, elle est toujours là dans l'Upside Down, comme si rien de tout ça n'était arrivé. Et là, Nancy, tu la vois réaliser, que ce soit les posters, les livres, le désordre sur son bureau, tout a été figé à une date bien précise. Le jour où Eleven a ouvert la porte et le jour où Will a disparu. Le 6 novembre 1983. Et ça, c'est pas juste un choix esthétique de la part de la série. Comment tu veux dire son nom, lui ? Chris Trujillo, le directeur artistique de la série. Comment tu dis ça ? Trujillo. Bon, Chris, le directeur artistique de Stranger Things, il l'a d'ailleurs confirmé. On a volontairement figé l'Upside Down à cette date exacte. Parce que
C'est exactement comme ça que ça fonctionne un trauma au fond. Ça gèle le temps. T'as bien compris que je vulgarisais tout ça, ma douce. Et donc une partie de Will, on le comprend, est restée là-bas, coincée au moment où c'est arrivé. Mais le plus terrible, c'est pas ça, c'est qu'en fait Will, on le voit évoluer. Il change de coupe de cheveux, il déménage, il sourit sur les photos. Bref, on a l'impression qu'il a avancé, qu'il a tourné la page. Mais en dessous, dans l'Upside Down, il n'y a rien qui a bougé. Cette version de lui, elle est toujours assise au même endroit, à attendre que quelqu'un vienne la chercher. Et d'ailleurs, tu te rappelles que tout à l'heure, je te disais que des chercheurs en psychologie analysent Stranger Things. Eh bien, William Sharp, qui est professeur à l'université de Northeastern, l'explique parfaitement. L'Upside Down est une grande métaphore de l'inconscient. Nous sommes surtout conscients de notre réalité, mais nous sommes influencés par cette chose qui ressemble à notre monde, mais qui est juste assez différente pour nous effrayer. Et moi, je trouve ça brillant que la série te montre ça au travers des yeux de Nancy. Parce que le montrer à travers les yeux de Will, ça paraît assez évident. Le petit bonhomme, les 4 saisons qu'il en chie, le pauvre. Alors que Nancy, elle a l'air de tout avoir pour aller bien. Elle a mis des limites, elle s'émancipe, elle grandit. Et pourtant, quand elle voit cette affiche dans sa chambre, elle réalise. Il y a quand même une partie d'elle, elle aussi, qui est restée là-bas, dans cette chambre, avec cette version d'elle qui aimait Steve, qui croyait en certaines choses, qui n'avait pas encore traversé tout ce qu'elle allait traverser par la suite. Tu vois, c'est pour ça qu'on se trompe sur la nostalgie. On croit que c'est un désir du passé, mais en fait, c'est une douleur du présent. Et Stranger Things, à nouveau, nous montre exactement ça. Ce sentiment bizarre qu'on a quand on regarde ces gamins qui font du vélo, ces aventures, cette connexion. C'est pas de la nostalgie de quelque chose qu'on a vécu nous-mêmes. C'est le cerveau qui nous dit « Eh, il y a une partie de toi qui est restée coincée et je pense qu'elle a besoin de quelque chose. » Mais alors attends, parce que si l'Upside Down est resté coincé, et à une date bien précise, qu'est-ce qui les retient là-bas? Ou plutôt, qui les retient là-bas? Tu te souviens de Chrissy au début de la saison 4? Cette pom-pom girl, souriante, solaire, qui a l'air de toujours aller bien. Eh bien, un jour, elle voit Vecna. Et on voit surtout ce que Vecna lui montre, lui projette. On la voit, elle, en train de voir sa mère lui coudre un vêtement, et là, elle entend une voix. You're going to look absolutely beautiful. On comprend qu'en fait, Vecna lui montre des choses qui lui font mal, ses pires démons. On comprend qu'elle a en fait un rapport très compliqué avec son corps, son apparence, en particulier avec son poids. Et là, on se rend compte que le plus terrible, c'est que Vecna n'invente pas une nouvelle voix. C'est pas Vecna qui invente quelque chose, c'est une voix que Chrissy a déjà en mémoire, une voix qu'elle entend depuis longtemps. Peut-être même que c'est une voix qu'elle entend devant chaque miroir ou avant chaque repas. Vecna fait juste ce qu'il faut pour monter le volume à fond d'une voix qu'elle a déjà à l'intérieur d'elle-même. Regarde Max, sa petite voix à elle, c'est la culpabilité. C'est ma faute si Billy est mort, j'ai souhaité sa mort, donc je suis un monstre. Et Vecna, lui, c'est parfait pour lui. Il s'engouffre juste dedans. You know, I think there's a part of you that wanted me to die that day. Billy, no, it's not true. Et c'est pareil pour Fred et l'accident qu'il a causé, la culpabilité qu'il porte seul depuis des mois déjà. Mais ça, c'est pas le problème. Par contre, c'est là que Vecna va aller puiser son énergie. Le vrai problème, ce qui cause leur mort, à tous et à toutes, c'est qu'ils y croient à cette voix. Même pire que ça, ils y croient et ils s'isolent. Max, elle s'éloigne de ses amis, elle arrête de répondre aux messages, elle passe ses journées seule, avec ses écouteurs. Chrissy, elle sourit en public, mais en fait, il y a personne qui sait qu'au fond, ça va pas du tout. Et Fred, pareil, il garde son secret simplement pour lui. Et plus il s'isole, plus cette voix, elle devient forte. Ceci dit, on les voit quand même, chacun d'entre eux, parler avec la psy du lycée. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'ils choisissent tous, consciemment ou inconsciemment, d'éviter le vrai sujet, le truc qui leur fait vraiment très mal. And when you keep your feelings about that night, I live next door to where it happened. Et plus il s'isole, plus la voix devient forte. Plus il rumine seul, plus Vecna prend le contrôle. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. La voix intérieure négative, elle se nourrit vraiment de l'isolement. Elle nous dit que personne ne peut nous comprendre, qu'on doit gérer ça toute seule, que si on en parle, on va être jugée ou pas comprise. Et tu sais ce qui est le plus pervers avec cette voix? C'est qu'en fait, elle est jamais complètement fausse. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est aussi redoutable. Chrissy, elle a des vrais complexes par rapport à son corps. Max, elle se sent en partie vraiment coupable de la mort de Billy. Et Fred, il a vraiment causé un accident. Donc la petite voix dans ta tête, elle prend une vérité, une toute petite vérité, et elle la déforme jusqu'à temps qu'elle devienne toxique, qu'elle nous ruine la vie et qu'elle devienne carrément une identité. Et tu sais quoi, ma douce? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous montre exactement comment s'en sortir pour de bon et faire face à cette voix. Tu te souviens cette scène dans la saison 4 où Eleven fait enfin face à Vecna? Vecna lui montre le massacre du laboratoire, les corps, le sang, les enfants morts, et il lui dit « He did not make me into this. You did. » Vecna, il pense que, exactement comme avec ses autres victimes, il peut simplement appuyer là où ça fait mal et la voir s'effondrer. Parce que ce qu'il sait pas, c'est que Eleven, elle a déjà fait face à ses démons. Elle a déjà revisité ses souvenirs et elle sait qui elle est. I came here to
try and understand who I was. To see if I was the monster. Now I know the truth. It is not me. It is you. You are the monster. Elle ne nie pas, elle ne fuit pas, elle reconnaît. Oui, j'ai fait des choses terribles. Oui, j'ai une part sombre. Oui, je suis capable du pire. Et je sais qui je suis. Je le reconnais. Et c'est précisément pour ça que tu ne pourras pas me détruire avec. Parce que Vecna, il peut rien faire contre quelqu'un qui a déjà regardé et accepté ses propres parts d'ombre. Et qui a arrêté de se mentir. Et c'est brillant à nouveau que la série construise ça comme ça depuis le début. Parce que Eleven, c'est le personnage le plus abîmé dans Stranger Things. Elle a été enlevée quand elle était encore bébé, elle a été élevée dans un laboratoire, elle était appelée par un numéro et utilisée comme une arme par la suite. Mais Eleven, c'est aussi le personnage le plus puissant. Et parce que sa puissance, comme on l'a dit tout à l'heure, elle vient pas du fait qu'elle oublie. Elle vient pas du fait qu'elle fait semblant que ça va. Elle vient du fait qu'elle intègre, qu'elle accepte, qu'elle reconnaît qui elle est. D'ailleurs, au début de la saison 4, quand elle se fait bully par les élèves de son lycée, on voit bien qu'elle va pas bien, qu'elle est en perte de repères, qu'elle a perdu tout ce qui lui rappelait qui elle est, tout ce qui lui fait du bien, toutes ses ressources, et elle pète un câble. Et c'est quand elle est proche de ses amis, de ce qui lui rappelle qui elle est vraiment, qu'elle se sent bien et qu'elle arrive à vraiment incarner cette puissance-là. Et d'ailleurs, tu sais comment ces enfants reprennent du pouvoir dans la série? Comment est-ce qu'ils affrontent vraiment ces monstres? Eh bien, tout d'abord, ils les nomment. Regarde en saison 1. Les enfants voient cette créature terrifiante qui a enlevé Will, ce truc sans visage qui vient d'un autre monde. Et de style, le premier truc qu'il dit, c'est « Tu comprends ce qu'il fait ?» Il prend quelque chose d'innommable, de terrifiant et d'incompréhensible et il lui donne un nom de quelque chose qu'ils connaissent bien en plus. Parce que nommer, rien que le fait de nommer, c'est déjà reprendre du pouvoir. Nommer, c'est transformer le monstre en quelque chose déjà qui existe, qu'on regarde, qu'on nomme et donc qu'on va pouvoir affronter. Parce que tant que c'est innommable, ça a l'air invincible. Mais le jour où on commence à verbaliser, on commence vraiment à reprendre du pouvoir sur la situation. Donc reconnaître, intégrer, accepter, c'est la première étape. Maintenant qu'on a nommé notre ennemi, on va voir comment s'armer pour l'affronter. They can't help you, Max. There's a reason you hide from them. Tu vois ce qui se passe là? Ce qui la sauve, c'est pas sa force de caractère, c'est pas parce qu'elle est courageuse, c'est pas parce qu'elle décide toute seule de s'en sortir. C'est qu'elle a des gens autour d'elle qui refusent de la laisser partir. Des gens qui se mettent autour d'elle et qui l'appellent, qui lui tendent la main pour la ramener avec eux. Et à nouveau, c'est génial que la série le montre comme ça parce que c'est très fidèle à ce qu'on découvre en psychologie. On ne guérit jamais seul. Elle s'appelle la co-régulation. Quand l'un panique, l'autre prend le relais. Quand l'un perd espoir, quelqu'un lui rappelle pourquoi est-ce qu'on se bat. Cette musique, par exemple, elle a toute la valeur du monde pour Max. C'est pas une simple musique, c'est sa musique préférée. Et à travers ce qu'elle vit, c'est même beaucoup plus que ça. C'est carrément un ancrage émotionnel, cette musique. C'est quelque chose qui la ramène au présent, qui la sort de sa tête, qui la sort de ses pensées désagréables dans les moments où elle va mal. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans la saison 1, quand Will disparaît, que tout le monde le cherche, mais qu'au fil du temps, tout le monde commence un peu à baisser les bras, puisqu'on a l'impression qu'il reviendra jamais. La seule personne qui continue de se battre, quoi qu'il arrive, qui met des guirlandes, qui l'appelle de jour comme de nuit, c'est Joyce, sa mère. Et d'ailleurs, on remarque qu'ils vont pas, ou vraiment très peu, dans l'Upside Down tout seuls. Le lien, la co-régulation, l'accompagnement sont des choses qui sont nécessaires en fait pour aller chercher ce qui se trouve dans l'Upside Down. Et on peut faire le même parallèle pour aller chercher ce qui se trouve dans les tréfonds de ton esprit. On n'y va pas tout seul, on y va dans le lien et en sécurité. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que Stranger Things nous raconte pas vraiment comment tuer des monstres. Ça nous raconte plutôt comment vivre avec ce qu'ils représentent pour nous. Même Eleven, qui est la plus puissante, elle pourrait tout faire tout seule en théorie. Pour autant, là où elle est la plus forte, la plus puissante, c'est quand elle est entourée. Quand elle est isolée dans le laboratoire, elle est plus vulnérable. Quand elle perd aux peurs, elle s'effondre. Mais quand elle retrouve Mike, quand il lui dit qu'il l'aime, qu'il croit en elle, que c'est son héroïne, elle retrouve énormément de force. Parce que Max, par exemple, elle a failli mourir dans le silence. Elle avait écrit ses petites lettres d'adieu pour tout le monde, elle avait décidé de partir sans déranger personne. Et c'est ses amis qui l'ont sauvée en refusant de la laisser s'isoler. Et ça, c'est pas de la faiblesse, c'est une réalité purement humaine. On se répare dans la relation et on guérit dans les liens. Mais s'il y a bien une chose que je voudrais que tu retiennes de toute cette vidéo, c'est que quand tu te sens comme Max, seule, bizarre, différente, quand t'as cette petite voix dans ta tête,
qui te dit que t'es incapable d'être aimée, que t'es pas assez bien, que c'est ta faute, que tu mérites pas d'être heureuse, sache que cette voix n'est jamais vraie. D'accord ? C'est très dur de la faire taire. Je le sais, crois-moi, je le sais. Moi, je suis là pour te dire quelque chose de fondamental. Ça ne sera jamais vrai. Tu seras toujours quelqu'un de légitime. Tu seras toujours quelqu'un qui mérite d'être heureuse, quelqu'un qui mérite d'être aimé. Pas parce que t'es parfaite, pas parce que t'as tout réglé, simplement parce que tu existes. Alors on ne guérit pas seul, mais on guérit. Et pour guérir, t'as pas besoin de super pouvoirs. Pour descendre affronter tes démons, t'as juste besoin de plus être seul. T'as besoin d'être entouré des bonnes personnes, t'as besoin de te regarder droit dans la glace et de vraiment affronter ce qui te fait peur. Les personnages de Stranger Things ont fait leur chemin, maintenant c'est à ton tour de faire le tien. Get in, Christ! You better run! He's our friend and he's crazy! Fires! Be careful! Be careful! Move! Guys, go easy on him. It makes a painful, and then it crumbles to the ground, and All of a sudden, I was looking at this little version of myself. And that little me, I could hardly recognize her. You know, she was so carefree and fearless. She just loved every part of herself. And that's when it hit me. It was never about Don't Have Damn. It was always just about me. I was looking for answers in somebody else. I had all the answers. Just needed to stop being so goddamn scared. Scared of who I really was. Once I did that, I felt so free.